Dans un mois se jouera la survie d'Ethereum. Dans un mois, Ethereum va soit réaffirmer sa place de prince des cryptos, soit lentement mourir et laisser sa place à d'autres blockchains comme Solana. C'est en tout cas ce qu'affirme l'un des plus gros fonds d'investissement dans un récent rapport. Et ce n'est pas rien comme prise de position, parce que depuis son lancement en 2015, cette blockchain a permis l'émergence d'une foule de projets, qu'il s'agisse de la finance décentralisée, des NFT ou même de la création de meme coins. Il faut bien reconnaître qu'à une époque, Ethereum faisait un peu tout et n'importe quoi, offrant un terrain d'expérimentation gigantesque. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2025 et la situation s'est considérablement retournée. D'un côté, les investisseurs grincent des dents devant l'évolution du prix de l'Ether, et de l'autre, l'écosystème lui-même se fragilise, menacé par l'essor des concurrents aux dents particulièrement longues. Selon un rapport de Vanek, Ethereum arrive à un point critique de son histoire. Pour eux, la mise à jour baptisée Pectra, qui arrivera au plus tôt le mois prochain, fin avril, représente la dernière chance de survie de cette blockchain que l'on pensait pourtant inébranlable. Et le fait que Vitalik Buterin, son emblématique cofondateur, ne semble pas tellement inquiet, n'est pas pour rassurer la communauté. Certains y voient de la décontraction, d'autres y lisent au contraire une forme d'insouciance quasi fatale. Et on ne peut pas nier la colère ou la peur qui se fait ressentir chez certains détenteurs d'Ether. Le sentiment dominant, c'est que les fondations d'Ethereum se sont fissurées. Lenteur du réseau, frais élevés, complexité technique, tout ça a laissé la porte grande ouverte à des blockchains concurrentes comme Solana, qui proposent un service plus rapide et moins coûteux. Progressivement, Solana grignote des parts de marché et la question que beaucoup se posent, c'est: est-ce la fin d'Ethereum? Mais pour comprendre pourquoi et comment Ethereum pourrait jouer son avenir dès le mois prochain, il faut remonter un petit peu dans le passé et observer le parcours de cette blockchain. Ça va nous permettre de nous rappeler de la tonne de choses qu'elle a accomplies jusqu'à maintenant, mais aussi de mieux comprendre comment elle s'est retrouvée dans cette position délicate. Rappelons qu'en 2017, la blockchain de Vitalik Buterin a connu son premier pic de popularité grâce à la folie des ICO. Les projets affluaient de tous les côtés, profitant de la possibilité d'émettre facilement des tokens et de lever des fonds. Les gens parlaient alors d'Ethereum comme d'un ordinateur mondial, le protocole permettant de déployer les fameux smart contracts, ou contrats intelligents en français, qui ont révolutionné la façon dont on imaginait la finance, la gestion de la propriété ou encore la gouvernance décentralisée. Puis sont arrivées les années 2019-2021 où la finance décentralisée, la DeFi, a explosé. À nouveau, c'est Ethereum qui a servi de terrain de jeu. La plupart des protocoles, qu'il s'agisse de prêts, d'échanges décentralisés ou d'outils financiers plus sophistiqués, ont choisi Ethereum comme structure de base. Les NFT ont pris leur envol dans la foulée, offrant une voie à toute une économie de la création numérique, de l'art jusqu'aux jeux vidéo. Bref, Ethereum était plus incontournable que jamais. On avait des volumes colossaux, une abondance de projets et un écosystème qui semblait inarrêtable. Sauf qu'il y avait déjà à cette époque une ombre au tableau: les fameuses limites techniques d'Ethereum. Les transactions étaient lentes et plus la demande augmentait, plus les frais grimpaient. Du coup, dès qu'une mode passait, comme une collection NFT à succès ou un projet DeFi soudainement très convoité, le réseau saturait. Les utilisateurs se mettaient à pester contre ces coûts prohibitifs qui pouvaient monter à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dollars par transaction. Pour pallier ces problèmes, il y a eu plusieurs chantiers de fond, avec notamment l'arrivée du Proof of Stake. Vous vous souvenez sans doute de la transition d'Ethereum vers un modèle de consensus plus économe en énergie et plus évolutif. On l'appelait à l'époque The Merge et c'était un événement historique. Mais The Merge n'a pas tout résolu. Il a modifié la façon dont sont validées les transactions, bye bye le minage, mais les problèmes de congestion et de frais de transaction élevés sont restés. Face à ces difficultés, la stratégie adoptée par Ethereum a été de miser sur l'expansion via des Layer 2. L'idée, c'est qu'on garde le mainnet, la couche principale, pour la sécurité et la robustesse du réseau, tandis que des blockchains de deuxième couche gèrent une partie des transactions, délestant ainsi la couche principale de cette fonction. C'est comme ça que des projets comme Arbitrum, Optimism ou plus récemment Base ont vu le jour pour proposer des solutions plus rapides et plus abordables,
tout en s'appuyant sur la sécurité fondamentale d'Ethereum. Sur le papier, ça semblait cohérent. Ethereum se transformait en une base solide, une sorte de terre nourricière d'où partirait tout un tas de blockchains spécialisées. Mais dans la pratique, ce modèle n'a pas convaincu tout le monde. Et pour cause, qui dit Layer 2, dit complexité pour l'utilisateur lambda. Il faut bridge ses actifs, jongler entre plusieurs réseaux, payer des frais à chaque bridge et comprendre comment fonctionnent ces solutions qui, même si elles restent techniquement liées à Ethereum, ont chacune leur propre subtilité. Pendant ce temps, Solana a pu proposer un seul et même réseau, rapide et peu coûteux. L'expérience utilisateur y est plus simple, vous avez un portefeuille, vous faites vos transactions et vous ne vous souciez pas trop de la congestion ou des frais. Du coup, beaucoup de gens se sont dit « Pourquoi m'embêter avec Ethereum et ses Layer 2 alors que je peux tout faire directement sur Solana ?» Résultat, Solana est venu gratter les parts de marché d'Ethereum, en particulier sur le terrain des NFT et de plus en plus sur la DeFi. Aujourd'hui, en 2025, on constate un véritable transfert d'utilisateurs entre les blockchains. Ceux qui cherchent la simplicité et la rapidité ont tendance à privilégier Solana, quand bien même Ethereum garde une forme de prestige et de notoriété. En plus, d'autres blockchains montent en puissance comme Sui ou la Binance Smart Chain. Toutes se disputent la place de nouveaux leaders de l'écosystème crypto, sachant qu'Ethereum est toujours considéré comme le prince derrière Bitcoin. C'est dans ce contexte qu'arrive le rapport de Vanek, qui n'y va pas par quatre chemins. Pour eux, Ethereum joue sa survie sur la prochaine grosse mise à jour baptisée Pectra. Le nom est sur toutes les lèvres et la pression est énorme. Dans les coulisses, les développeurs bossent d'arrache-pied pour finaliser cette mise à jour, tandis que Vitalik Buterin continue d'apparaître très serein, parfois au point que certains se demandent s'il a vraiment conscience des enjeux. Maintenant, qu'est-ce que cette mise à jour Pectra ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est le dernier espoir d'Ethereum ? Pour le comprendre, il faut d'abord se rappeler un élément crucial. Ethereum est une blockchain généraliste. Elle veut être le socle de toute la révolution Web3. La finance, les NFT, les organisations autonomes décentralisées, les jeux, la tokenisation d'assets du monde réel et j'en passe. C'est un avantage parce que la demande est très forte, mais c'est aussi un inconvénient car chaque secteur a des besoins spécifiques. Avec Pectra, l'objectif est double, apporter une série d'améliorations notables au réseau principal d'Ethereum, notamment pour faciliter l'utilisation des Layer 2, et modifier en profondeur la façon dont les transactions sont formulées. La première pierre, ce sont les fameux blobs. Le concept peut paraître obscur, mais imaginez simplement un moyen plus efficace de regrouper et compresser les transactions qui viennent des Layer 2, ce qui permet d'augmenter la rapidité du réseau principal, tout en réduisant les frais pour l'utilisateur final. C'est comme si, au lieu d'envoyer chaque ticket de caisse séparément, on faisait un paquet global qu'on envoie d'un coup à moindre coût. Résultat, Ethereum ne devient pas soudainement un réseau ultra rapide pour tout le monde, mais il améliore nettement l'interface avec ses Layer 2. Or, si vous considérez qu'Ethereum a misé sur ses Layer 2 pour se développer, alors il est logique de tout faire pour que cette intégration soit la plus fluide possible. Selon certaines estimations, le nombre de blobs par bloc pourrait doubler. Ça signifie concrètement qu'une plus grande quantité de données pourrait être validée à chaque tour, fluidifiant le trafic, et on l'espère, réduisant les congestions sur la couche principale. Le second volet majeur de Pectra, c'est l'introduction d'un nouveau paradigme dans la façon de demander des transactions. Ça peut paraître barbant comme ça, mais vous allez voir, c'est génial. Au lieu de dire « j'envoie un ETH à cette adresse », l'utilisateur formulerait une intention en disant « je veux que cette adresse reçoive un ETH de ma part ». Alors, sur un simple transfert comme ça, la nuance est subtile, mais quand on parle de transactions complexes comme un échange de tokens via un DEX, couplé à un passage sur un bridge pour rapatrier des fonds, puis l'achat d'un NFT, alors le concept d'intention prend tout son sens. Là où auparavant on devait soi-même enchaîner chaque étape en s'assurant que tout se passait bien à chaque pont et à chaque protocole, ici c'est le réseau lui-même, via les validateurs, solvers, comme certains commencent à les appeler, qui trouverait la meilleure route pour exécuter l'intention. C'est un peu comme si, au lieu de gérer toutes les correspondances de train pour faire Paris-Marseille avec changement à Lyon, Valence et Avignon, vous disiez simplement « je veux arriver à Marseille au plus vite et au meilleur prix », et ensuite le système se débrouille pour optimiser votre trajet. Donc là vous dites je veux acheter un NFT sur Optimism avec mes USDC qui sont sur Polygon, eh bien c'est la blockchain qui va
faire elle-même tout ce trajet sans que vous ayez à bridger vos fonds, etc. Pourquoi c'est important? Eh bien déjà parce que, vous l'aurez compris, ça va grandement vous simplifier la vie, mais aussi parce que le bridging est aujourd'hui l'un des points névralgiques de la sécurité et de l'expérience utilisateur. Chaque fois qu'on doit passer ses actifs d'un réseau à un autre, on multiplie les risques de hack et les erreurs potentielles. Si Pectra rend ce processus transparent, ou en tout cas plus fluide, alors ça pourrait grandement redorer l'image d'Ethereum et le rendre à nouveau attractif aux yeux des développeurs et des utilisateurs. D'ailleurs, si les intentions sont un sujet qui vous intéresse, je vous mets en description notre article sur le sujet ainsi qu'un podcast qui en parle sur notre chaîne CryptoStalks. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Alors maintenant, est-ce que cette mise à jour suffira à sauver Ethereum? On va pas se mentir, la concurrence ne va pas s'arrêter de progresser pendant ce temps. Solana notamment affiche des performances impressionnantes tant au niveau de la vitesse que des frais. Il y a aussi la question de la fondation Ethereum qui traverse, selon certaines rumeurs, une période de tension interne. A l'inverse, la fondation Solana semble évoluer avec une certaine harmonie, ce qui lui permet de dégager une image de fiabilité. Du moins jusqu'à la prochaine panne du réseau. Et même si dernièrement, un événement a pas mal chamboulé la communauté Solana. Je vous en parlais dans cette vidéo que je vous mets dans la description. Et sans parler de leur dernière publicité qu'ils ont dû retirer des réseaux tellement elle avait fait polémique. Je vous mets aussi le lien de l'article dans lequel on en parle dans la description. Mais de retour à Ethereum, le contexte de marché n'arrange rien non plus. Après l'effervescence de 2021-2022, les investisseurs sont plus prudents. Bitcoin reste un point d'ancrage fort, mais l'écosystème des altcoins s'est beaucoup plus dispersé. On ne jure plus que par l'intelligence artificielle, les solutions cross-chain ou encore les blockchains ultra scalables. Ethereum, qui autrefois était la locomotive de toutes les tendances, semble désormais courir après les innovations. Le rapport de Vanek, en disant qu'Ethereum joue sa survie en 2025, frappe un grand coup médiatique. Certains analystes jugent ces propos exagérés, voire alarmistes. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après tout, Ethereum reste l'une des blockchains les plus robustes et les plus sécurisées avec un historique d'uptime quasi parfait. C'est aussi le réseau sur lequel on retrouve le plus de développeurs, le plus d'applications et un effet de réseau gigantesque. Pour le dire autrement, c'est pas parce que Solana est plus rapide et moins cher qu'Ethereum va s'évanouir du jour au lendemain. Mais la crainte, c'est que la réputation d'Ethereum devienne celle d'un protocole vieillissant, qu'on utilise surtout par habitude ou par nostalgie. Raison pour laquelle je continue d'utiliser le wallet MetaMask plutôt que le wallet Rabi. Voilà, comme ça vous savez. Quant à Ethereum, on a vu des projets phares commencer à se déployer ailleurs. Certains lancent leur propre blockchain, d'autres choisissent Solana, Base ou Optimism. Sans parler de la multiplication des blockchains sectorielles, celles consacrées aux jeux vidéo comme Ronin par exemple, ou à certaines autres industries. Cette érosion lente peut s'avérer fatale à long terme, et c'est là que Pectra prend une importance considérable. Si la mise à jour permet de résoudre ou d'atténuer un grand nombre de problèmes en un seul coup, elle pourrait inverser la vapeur. Les développeurs et les utilisateurs pourraient se dire « Tiens, Ethereum redevient compétitif et en plus, il bénéficie toujours de son large écosystème et de sa forte sécurité. » En réalité, c'est un grand défi technique. Modifier la logique des transactions en introduisant la notion d'intention, c'est comme changer le moteur d'un avion en plein vol. Ethereum ne peut pas se permettre d'arrêter son réseau pendant des jours. Tout doit se faire en minimisant le risque de bugs et d'exploits, car la moindre faille pourrait être exploitée à grande échelle. Et les enjeux financiers sont colossaux, sachant que des milliards de dollars circulent sur les protocoles DeFi. Raison pour laquelle le lancement a été repoussé d'ailleurs, puisque des bugs ont été décelés sur le réseau de test. C'est pour ça que je vous disais que la mise à jour arrivera au mieux à la fin du mois d'avril, mais ça pourrait encore être repoussé. En parallèle, il y a aussi la question de la gouvernance. Ethereum, c'est un écosystème complexe où cohabitent la fondation, des développeurs indépendants, des équipes de Layer 2, des applications DeFi, des DAO, etc. Mettre tout le monde d'accord sur une roadmap, c'est un défi politique en plus d'être un défi technique. On se souvient des guerres de factions qui ont secoué la communauté lors de la scission avec Ethereum classique ou des débats houleux autour de l'implémentation de l'EIP 1559, qui a modifié la structure des frais. Or, cette fois-ci, on ne parle pas simplement d'un ajustement de frais. On touche à la racine même de la logique de transaction. D'où la longueur des débats, la prudence des développeurs et en même temps la pression du marché.
C'est un véritable casse-tête. D'un côté, on veut prendre le temps de bien faire les choses parce que cette mise à jour a été repoussée plusieurs fois, et de l'autre, on sait que la concurrence avance vite. Pour beaucoup d'observateurs, si Pectra est un succès, Ethereum pourrait regagner en popularité, surtout grâce à ses atouts, comme je vous le disais. En revanche, si la mise à jour se passe mal, ou si elle ne suffit pas à convaincre la communauté, alors la chute pourrait s'accélérer. D'autres blockchains ou d'autres technologies pourraient prendre définitivement la place qu'Ethereum occupait dans le cœur et le portefeuille des investisseurs. D'ailleurs, si vous avez de l'Ether dans votre portefeuille, n'oubliez pas que vous pouvez générer jusqu'à 7% de rendement en les stakant sur Kraken ou jusqu'à 2,5% sur la plateforme française Meria. Je vous mets les liens dans la description. Et au milieu de tout ça, il y a Vitalik Buterin. Ce personnage atypique, visionnaire pour les uns, et trop chercheur dans son labo pour les autres. Bien sûr, Vitalik est loin d'être le seul aux commandes. La fondation Ethereum, les équipes de développeurs et les projets partenaires, tout ça forme une mosaïque de compétences qui dépasse largement la simple figure de Buterin. Mais l'image est puissante dans le monde des cryptos. On a beau savoir que Bitcoin n'a pas de leader officiel, il bénéficie de l'aura de Satoshi Nakamoto. Ethereum, lui, doit faire avec les humeurs et l'exposition médiatique de Vitalik. Reste à savoir si la communauté fera bloc. Ces derniers temps, on constate que beaucoup de détenteurs d'Ether sont déçus par la performance de leurs investissements et par la lenteur des améliorations. Les critiques fusent sur les forums et les réseaux accusant Ethereum de ne plus être adapté à l'innovation rapide qui caractérise la blockchain aujourd'hui. Et pendant ce temps, Solana occupe de plus en plus de terrain, enchaînant les partenariats pour faire croître son écosystème. Mais attention, Ethereum n'est pas non plus complètement à la traîne. Sur le plan de la tokenisation d'actifs réels, ou RWA par exemple, beaucoup d'initiatives continuent de voir le jour. Des banques expérimentent des versions tokenisées d'obligations ou d'actions sur Ethereum, ce qui montre que le réseau conserve sa crédibilité auprès d'institutions financières. En même temps, quel réseau est plus solide, décentralisé et sécurisé qu'Ethereum pour la tokenisation? Et même si les frais peuvent représenter 10 ou 100 $ pour une action, c'est beaucoup moins que dans le secteur financier traditionnel. Et malgré les railleries, l'image de Vitalik reste associée à une forme de vision pionnière. Personne ne peut nier qu'il est l'un des cerveaux les plus remarquables du secteur. Maintenant, la question est la suivante. Le marché a-t-il encore confiance? Ou bien est-ce que la simple promesse d'amélioration future ne suffit plus face à des solutions concurrentes qui offrent déjà l'expérience attendue? L'enjeu est énorme car on parle tout de même de la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée et de la blockchain qui a quasiment tout inventé dans le secteur des smart contracts. Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Certains maximalistes Ethereum sont convaincus que Pectra va remettre tout le monde d'accord, que les solvers vont simplifier la vie des utilisateurs et que les blobs vont décupler l'efficacité des Layer 2. D'autres, plus sceptiques, estiment que même si ça fonctionne, ce sera trop tard et pas assez ambitieux pour rivaliser avec la scalabilité native d'autres blockchains de nouvelle génération. Pour la fondation Ethereum, c'est aussi un test. Elle doit prouver qu'elle peut encore diriger la communauté vers une vision commune, malgré la complexité de la gouvernance. Elle doit aussi démontrer qu'elle est capable de sortir une mise à jour majeure sans que cela n'entraîne de forks problématiques ou de failles de sécurité. C'est d'autant plus important que la confiance dans les développeurs centraux d'Ethereum a parfois été ébranlée, avec des retards successifs et des divergences stratégiques. Personnellement, ce que je retiens surtout, c'est que la concurrence est saine pour l'écosystème Web3. Si Ethereum n'était pas bousculé par la concurrence, il n'y aurait peut-être pas de pression pour innover. A l'inverse, les autres blockchains savent qu'Ethereum reste une référence et se challenge pour tester de nouvelles choses et se différencier pour grignoter des parts de marché. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça stimulant et passionnant. Alors, est-ce la fin pour Ethereum? Pour être honnête, je pense vraiment que ce serait excessif de prédire sa disparition pure et simple. Ethereum est une blockchain extrêmement résiliente, et même si sa crypto, l'Ether, n'a pas brillé sur le plan de la performance récemment, elle conserve une masse critique d'utilisateurs et de développeurs. Mais on ne peut pas ignorer non plus la dynamique actuelle. Ethereum doit impérativement se réinventer pour ne pas devenir un réseau secondaire réservé à quelques applications traditionnelles. Pectra pourrait être cette bouffée d'air frais en introduisant des innovations structurelles. Le simple fait de repenser la logique des transactions avec des intentions et des solvers, c'est audacieux. C'est un changement de paradigme qui pourrait simplifier radicalement l'expérience utilisateur et donc en attirer de nouveaux. Si la complexité disparaît,
Si les frais redeviennent raisonnables et si la rapidité s'améliore grâce au blob et à l'interfaçage avec les layers 2, alors peut-être que la blockchain Ethereum redeviendra attractive. Mais c'est un pari que tout se passera bien d'un point de vue technique, politique et économique. Un pari que les utilisateurs n'auront pas définitivement tourné la page et que les institutionnels ne préféreront pas finalement des blockchains plus centralisées mais plus fiables aux yeux du grand public. Un pari aussi que la fondation Ethereum ne se brisera pas sur des querelles internes et que Vitalik trouvera un moyen de rassurer la communauté ou au moins de se faire épauler par une communication moins chaotique. Ce qui m'intéresserait d'avoir aussi, c'est votre ressenti sur Ethereum. Comment est-ce que vous percevez et utilisez cette blockchain? Dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse lire tout ça avec attention. Pour rester au top de l'actu crypto, n'oubliez pas de vous abonner à nos 3 chaînes que je vous mets en description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.